Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière sur le logiciel Blender. La version 2.93 est sortie il y a 2-3 jours, normalement, au moment où vous regardez cette vidéo. Il y a pas mal de nouveautés, donc comme d'habitude, je vais vous montrer certaines nouveautés, certaines fonctionnalités qui ont été rajoutées dans cette version directement dans Blender en live. Ensuite, on s'appuiera certainement sur des scènes déjà téléchargeables du site Blender et qui mettent en avant, donc c'est fait exprès pour faire la promo de nouvelles fonctionnalités qui sont vraiment faites pour ça. Et enfin, en dernière partie, on ira comme d'habitude sur le site de Blender pour faire une petite analyse du patch notes en passant en revue les fonctionnalités principales et que j'aurais pas pu vous présenter dans un premier temps, soit parce que les fonctionnalités sont trop lourdes, ou soit par un manque de temps, tout simplement parce que j'ai pas non plus envie de faire une vidéo qui dure 6 heures, ça intéresserait personne. Donc j'ai décidé de diviser cette vidéo en plusieurs catégories. D'abord l'interface graphique, ensuite modélisation et sculpt, le Grease Pencil, Geometry Nodes, pas mal de nouveautés à ce niveau-là, c'est d'ailleurs sur ça qu'ils avancent pas mal de fonctionnalités, Eevee et Cycles également, ainsi que le compositeur avec une petite nouveauté qui fait du bien. Donc l'interface graphique, vous voyez, on a un nouveau splash screen. Comme d'habitude, sachez que vous pouvez télécharger la scène qui a permis de réaliser cette image. Ça vous permet de voir un petit peu comment les personnes qui maîtrisent le logiciel, parce que là il faut une grande maîtrise pour faire ça, comment ils travaillent, vous pouvez modifier un petit peu tout ça. Et donc c'est vraiment pas mal. Donc nouveau splash screen qui est super bien, visuellement, moi franchement j'adore. Et ensuite si je clique à côté, on se retrouve dans cette nouvelle version. Alors là vous dites peut-être, on voit pas beaucoup de changements, et je vous dis oui, il n'y a pas de changement majeur de refonte de l'interface graphique. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que tous ceux qui avaient suivi des vidéos ou des formations sur la 2.9, voire sur la 2.8, il n'y a pas de changement majeur, donc vous devrez vous y retrouver, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est pas un changement comme on avait eu dans des versions précédentes où il y avait vraiment tout qui changeait. Là, ça reste compréhensible, c'est globalement la même chose. Il y a 2-3 petits détails qu'on va voir, mais sinon, il n'y a rien qui change, donc pas de souci pour suivre les anciennes vidéos. Ça me rassure également, je vous avoue. Donc, pour l'interface graphique, 2 petites nouveautés que je vais vous introduire et qui ont le mérite d'exister. Ça change pas la vie, mais c'est là, donc c'est pas mal. La première chose, c'est sur le gizmo, présent en haut à droite dans la vue 3D. Il est beaucoup plus lisible. Avant, on avait des difficultés, il y avait moins de contraste, il était un petit peu plus petit. Donc maintenant, quand vous survolez un axe avec votre curseur, il change de couleur, donc vous voyez bien que vous ne pouvez pas vous tromper. Également, il met les axes en négatif, donc ça pour les débutants, ça peut être intéressant. Avant, ils n'étaient pas présents, donc on voit facilement qu'à l'opposé du Z, il y a du moins Z. Je peux même cliquer dessus, et automatiquement, donc ça change pas, hein, mais c'est plus intuitif. Voilà, et quand je survole la petite pop-up, Use the Preset Viewpoints, avant, ça se mettait par-dessus, donc c'était pas très lisible. Maintenant, ils l'ont fait dessous, donc c'est un petit peu plus simple pour voir toutes ces manipulations d'axes dans le gizmo, donc ça a le mérite d'exister. Seconde modification qui là va en intéresser plus d'un je pense, c'est un outil qui permet dans l'outliner de masquer un objet dans le rendu. C'était déjà présent avant mais c'était pas présent par défaut. Je vous rappelle que dans l'outliner, en haut à droite, vous avez 2 petites icônes maintenant, un œil et un appareil photo. L'œil permet tout simplement de masquer l'objet dans la viewport, Hide in Viewport, et l'appareil photo permet de le masquer dans le rendu. Donc les deux sont totalement désolidarisés, donc rien ne vous empêche d'avoir un objet visible dans la vue 3D et masqué dans le rendu, ou inversement, masqué dans la vue 3D et visible dans le rendu. D'accord? Donc avant, cette option était présente, mais on était obligé de cliquer ici dans le filter pour activer manuellement le Disable in Renders. Donc maintenant, par défaut, c'est présent, ça tombe bien parce que la plupart du temps, on va vouloir soit masquer des objets de la vue 3D, soit les masquer dans le rendu, ou inversement, en optimisant la scène par exemple, masquer pas mal d'éléments, mais quand même les afficher dans le rendu. Donc voilà, c'était les 2 principales nouveautés pour l'interface. Il y en a certaines également quand on fait des rotations ou autre sur des objets, ils ont changé 2-3 petites choses, mais c'est pas non plus majeur. Donc ensuite pour la modélisation, on a quelques nouveautés. Pour les modifiers déjà. Pour le Subdivision Surface, ça peut en intéresser certains vu que j'ai fait une vidéo qui traite de ce sujet il n'y a pas très longtemps. Si vous allez dans le Advanced, vous avez maintenant des nouveaux paramétrages dans le UV Smooth. Donc vous voyez que quand on rajoute du Subdivision Surface, ça va adoucir la forme en rajoutant des subdivisions, en rajoutant de la topologie. Donc ça, on avait parfois le souci que dans les angles, dans les coins, ça nous faisait ce qu'on appelle du stretching. Donc ça allait étirer une partie de la texture, une partie tout simplement de la projection. Donc maintenant, en cliquant sur UV Smooth, vous avez beaucoup plus de paramétrage pour conserver par exemple les corners de manière brute. Donc je ne peux pas vous montrer tout ça aujourd'hui parce que ce serait beaucoup trop long, donc je vous laisse tester, mais sachez que maintenant, normalement, vous n'aurez plus de soucis d'UV avec le Subdivision Surface. Ensuite, il y a des nouveautés sur la modélisation par courbe. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je vais rajouter une courbe de Bézier classique que je vais, hop là, mettre comme ceci. Et je vais
en rajouter une autre avec Shift A, curve Bézier. Voilà. La première que je sélectionne, je vais y rajouter dans géométrie ce qu'on appelle un bevel, donc qui va rajouter une épaisseur. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais sélectionner en Taper Object ma seconde courbe. Alors le Taper Object, ça fait quoi? Là, vous le voyez à peu près visuellement. Ça permet de définir l'épaisseur du bevel d'une courbe, son comportement, en fonction d'une autre. Donc là, la forme qu'on a ici, elle se répercute là. Alors, avant, on était forcément ce qu'on appelle un override, c'est-à-dire qu'il allait oublier toutes les données qu'il y avait par défaut sur ma courbe d'épaisseur pour la remplacer par celle-ci. Vous voyez que c'est toujours le paramétrage par défaut. Taper radius, je suis un override. Maintenant, j'ai également du multiply et du add. Donc, vous voyez que le override et le multiply, ça change rien. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que par défaut, là, sur cette courbe-là, si je repasse en override, j'aurais pu rajouter de l'épaisseur manuelle avec Alt-S sur des points. Donc je vais enlever, hop là, ceci. Je vais faire Alt-S. Comme ça rajoute une épaisseur ici. Et maintenant, quand je sélectionne ma courbe, en override, il écrase la donnée. En multiply, vous voyez, il y a un petit changement, il va multiplier par rapport à l'ancienne valeur. Donc ça, c'est différents paramétrages. Donc je vous avoue que le override, il est assez intuitif parce que ça écrase, ça oublie les anciennes données. Le multiply, ça va multiplier. Du coup, vous voyez que sur la partie de gauche où j'avais un petit peu accentué l'épaisseur, il me le multiplie bien par rapport à ce que j'ai ici. Donc je pourrais encore l'accentuer un petit peu plus. Voilà, si je fais ça par exemple, je pourrais remodéliser avec par exemple une extrusion ici. Et là, on s'en apercevrait un petit peu mieux. Voilà, donc ça c'est du override. Ici, et ça c'est du multiply. Et vous avez également, alors je vais augmenter un petit peu la résolution. Et vous avez également le add, où là ça va additionner. Donc là c'est plus simple à comprendre. Il va prendre l'ancienne épaisseur, il va additionner par-dessus le taper radius défini par la courbe. Donc ensuite on a des modifications sur le sculpt mode. Donc il y en a un certain nombre, notamment avec les masques, on verra tout ça sur le site de Blender. Une modification que je voulais vous montrer parce que je la trouvais intéressante. Par exemple j'ai deux objets. Je vais appliquer, hop là, leur Modifier Subdivision Surface, je passe les deux en Shade Smooth. Imaginons que je sois en train de sculpter sur cet objet-là. Donc je vais dans le Sculpt Mode, je sculpte ici. Voilà, donc je peux sculpter avec F, voilà, comme ceci. Et maintenant, je ne peux pas sculpter par défaut sur l'autre objet. Vous voyez, je serai obligé de re-switcher un Object Mode, resélectionner notre objet et passer en Sculpt Mode. Maintenant, ils ont fait un raccourci clavier, j'ai juste à survoler un objet, à appuyer sur D, et automatiquement, vous voyez, ça va switcher sur l'autre objet, et là, je peux sculpter également sur celui-ci. Donc avec la touche D, même si l'objet n'a pas été sélectionné, donc ça va être très pratique si vous avez des scènes complexes avec un personnage qui possède par exemple des vêtements, et que vous voulez sculpter d'abord le personnage, et ensuite des vêtements. Avec la touche D, on peut changer d'objet actif. On le voit bien ici en haut à droite, avec le petit objet qui nous indique qu'on est bien en train de sculpter. Là, je passe de Cube à Cube 001. Donc ça, c'est très pratique. On a ensuite des nouveautés en ce qui concerne le Grease Pencil. Le Grease Pencil, je vous rappelle que c'est très pratique notamment pour faire de l'animation 2D. Donc maintenant, quand je dessine quelque chose, je peux facilement, en allant dans File, Export, l'exporter en SVG et en PDF. Donc ça peut être très pratique. Voilà. Avant, ce n'était pas présent, donc vous pouvez exporter des animations en PDF et les lire avec différents players. Donc ça, je ne savais même pas, mais ça existe et c'est vraiment très bien. Et exporter également en SVG très facilement. Vous avez l'ajout de certains modifiers, comme par exemple le modifier Noise, qui me permet par exemple de rajouter du Noise Scale et qui va animer un petit peu. Voilà, si vous voulez faire des éclairs animés très rapidement en dessin, vous pouvez le faire. Également, une très grosse nouveauté, c'est ceci. C'est un modifier, donc ça c'est une scène présente sur le site de Blender si vous voulez voir un petit peu comment ça marche. C'est un modifier qu'on va rajouter sur les objets qui s'appelle Line Art et qui permet de faire cet effet un petit peu de blue screen pour ceux qui connaissent les dessins industriels. Là vous voyez que vu que la scène est globalement bien réalisée dans sa totalité, je peux exporter un SVG et PDF, là où tout à l'heure c'était grisé parce qu'il y a des paramétrages à faire en plus pour exporter le Grease Pencil. Mais là vous voyez ça marche très bien. Donc je pourrais aller même un peu plus loin, aller par exemple dans les préférences, dans la vue 3D, et rien ne m'empêche, si je veux vraiment obtenir cet effet de dessin industriel, d'un gradient color, me mettre ici sur un bleu, donc plus ou moins clair comme vous le souhaitez, et vous voyez, et là on a vraiment l'impression de travailler sur un dessin industriel, alors que c'est un modèle 3D, et ce modèle 3D va nous permettre de générer des lignes, un petit peu à la manière de l'outil Freestyle que j'avais déjà présenté. Donc voilà, sachez que maintenant ça c'est présent, et c'est très bien parce que ça va en aider plus d'un. Franchement, c'est super. C'est super parce que c'est même pas réalisé au cours du rendu, enfin vous pouvez, hein, mais vous pouvez également le faire en temps réel, donc ça c'est vraiment très pratique.
On passe ensuite sur la partie Geometry Nodes. Donc vous savez, Geometry Nodes, c'est quelque chose qui a été introduit il y a quelques temps maintenant dans Blender et qui permet de faire un petit peu comme de la modélisation procédurale, vous appelez ça comme vous voulez, et qui se rapproche de plus en plus de ce que propose Houdini, donc pour ceux qui connaissent, et qui vous permet de modéliser, de faire des animations ou autres, de faire réagir les objets en fonction de différents paramétrages. Donc il y a beaucoup de nouvelles nodes qui ont été rajoutées et maintenant elles sont beaucoup basées sur des attributs comme des proximités, des collisions ou autres. Cet exemple est très intuitif, donc vous voyez, on a pas mal de nodes, hein, mais pas tant que ça pour le résultat qu'on va obtenir. Donc vous voyez là par exemple, on a du random, on a des positions, des collisions qui vont s'effectuer, de la proximité, et avec ça, on peut obtenir tout simplement une animation qui ressemble à ceci. Donc vous voyez là, ça tourne en temps réel, ça rend plutôt bien sur la vidéo, pourtant ça demande quelques ressources, donc c'est relativement bien optimisé, vous voyez, et en temps réel, en fonction de la proximité des objets, il va faire des changements de topologie, des changements un petit peu de forme d'objet, voilà, des rotations, des rebonds, donc tout ceci, c'est vraiment bien fait, et tout ça, c'est grâce au Geometry Node. Vous pouvez changer ici plein de petits paramétrages, parce qu'en fait, le Geometry Node, ça a pour but tout simplement de créer vos propres modifiers. Donc ça, on peut s'en apercevoir encore mieux avec, hop là, un autre fichier qui met à notre disposition. Alors là, carrément, la personne s'est vraiment embêtée parce qu'on a plein de nodes, vous voyez, on a des groupes avec plein de choses. Là, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on avait tout à l'heure. Mais ça vous permet, par exemple, de générer en temps réel la longueur d'un immeuble, sa largeur, sa hauteur, le top floor, voilà, plein de petits paramétrages, et tout ceci vous pouvez le changer en temps réel. Vous voyez le nombre de petits porches présents sur les objets, et je peux le choisir pour tous les objets différents. Donc ça permet, comme j'ai dit tout à l'heure, de générer procéduralement du maillage en fonction de paramétrages, et ces paramétrages, c'est nous qui les définissons. Donc une fois qu'on a fait quelque chose qui est vraiment qui est béton, qui fonctionne de A à Z, on va pouvoir, à partir de une seule node procédurale, donc un seul Geometry Node, générer plein de types d'objets, et donc ça va être un gain de temps considérable. Donc ça, c'est vraiment bien. Et sachez également que maintenant, ils ont fait, si je fais un nouveau fichier, ils ont fait carrément un workspace, si vous allez dans General, Geometry Node, et qui vous permet d'afficher tout ce qu'il vous faut pour faire de la Geometry Node. Donc en bas, il vous met automatiquement les nodes, donc vous pouvez faire New, et avec Shift A, vous pouvez vous amuser, il y a tout ça, donc il y en a plein qui ont été rajoutés, notamment, comme j'ai dit, les attributs, hein, basés sur des informations supplémentaires qui n'étaient pas présentes avant dans Blender. Et on a également ceci. Alors ça, c'est un petit peu bizarre, ça s'appelle un spreadsheet. Ça va vous indiquer différentes informations sur l'objet, par exemple les positions des différents points. Donc ça peut paraître anodin, mais ça va vous être utile quand vous allez travailler avec du Geometry Node pour vraiment définir comment ça fonctionne. Donc là, je sélectionne par exemple cette face-là. Si je fais une insertion, vous voyez, ça m'a rajouté une face ici. Si je prends ce point-là et que je le déplace, vous allez voir que ça va changer les valeurs ici. Voilà, donc ça peut être très utile, tout simplement pour voir un petit peu le comportement des objets, mais comme je vous ai dit, particulièrement pour le Geometry Node. Ensuite, on a pas mal d'améliorations au niveau des moteurs de rendu, notamment Eevee. Donc Eevee, maintenant, il y a une amélioration du depth of field. Donc vous voyez par exemple, au passage, cette magnifique scène qu'on peut trouver également sur le site de Blender, entièrement fait comme d'habitude avec du Geometry Node, donc vous voyez que c'est très puissant. Et là, on utilise beaucoup tout ce qui est proximité des objets pour changer un petit peu la topologie qui est présente dessus, qui va apparaître. Donc là, on peut voir, par exemple, qu'il y a une nette amélioration en ce qui concerne le depth of field. Par exemple, je vais mettre ici, je vais sélectionner ma caméra, et si je baisse considérablement mon f-stop, vous voyez que le flou qui est présent devant, il est beaucoup plus qualitatif comparé à ce qu'on avait avant. Avant, ça faisait des choses un petit peu bizarres, un flou beaucoup trop épais qui s'étirait sur l'objet. Là, vous pouvez changer en temps réel la focus distance, donc ça change pas, mais il est beaucoup mieux en termes de qualité, il est surtout plus rapide. Là, vous voyez, c'est du temps réel, ça rame pas trop, sachant que j'enregistre en même temps et que ça demande pas mal de ressources. Donc voilà, franchement, super nouveauté à ce niveau-là. Il y a également eu des améliorations en ce qui concerne l'ambient occlusion. Ils ont carrément recodé tout le truc, un petit peu comme le depth of field, je pense qu'ils sont repartis de zéro. Et également une amélioration sur les volumetrics, donc tout ce qui est fumée, explosion. Ça, on le verra sur le site, c'est beaucoup mieux expliqué, et ça, c'est long pour moi de vous le montrer.
Donc pareil, ce qui concerne Cycles. Donc Cycles, il y a des améliorations pour les calculs d'animation. Maintenant, il va être basé sur des données. Donc si vous calculez une animation, ce sera beaucoup plus rapide. Parce que si entre la frame 0 et 1, par exemple, il y a des informations en commun, il ne va pas les recalculer. Donc il va se baser sur ce qu'il a gardé en mémoire pour accélérer un petit peu le processus. Également de l'amélioration au niveau du subsistence scattering. C'est tout ce qui est reflet, enfin réfraction de lumière, duplication, pardon, rebond de lumière sous la peau, par exemple. Donc ça, c'est une nouveauté. Et également, si vous allez, hop là, en mode Cycles, maintenant, vous avez un nouveau denoising. Voilà, alors que si vous avez avec Eevee, il n'y aura rien du tout. Donc ça, c'est sur Cycle, je précise. Que ce soit un render en viewport, un nouveau denoising, Open Image Denoise, qui est un petit peu plus optimisé, voilà, qui est basé sur le CPU, vu que c'est Intel qui le propose. Du coup, je pense que ceux qui possèdent des processeurs non Intel, donc par exemple AMD, ou ceux qui sont sur Apple, malheureusement, cette fonctionnalité, je pense qu'elle ne sera pas disponible pour vous. Voilà. Et enfin, la dernière fonctionnalité que je vais vous montrer avant d'aller sur le site de Blender, c'est le Cryptomate. Donc là, il y a eu pas mal de nouveautés. Alors Cryptomate, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une passe. Une passe, c'est quoi également? C'est tout simplement une donnée que l'on va calculer au moment du rendu. Vous allez très vite comprendre. Je me mets en vue caméra, par exemple, et je fais un rendu comme ceci. Voilà, je fais un rendu qui ressemble à ça. Je peux passer en Eevee, pardon, ça ira beaucoup plus vite. Je vais activer ici dans Output Properties, juste en dessous, pardon, Layer Properties, je vais activer le Cryptomate Object et je fais F12. Donc là, pour le moment, pas de magie, ça fait un rendu classique. Maintenant, je vais aller dans le Compositor, Use Node, Backdrop, je vais rajouter un Viewer, voilà, comme ceci, et je vais le relier. Et maintenant, je vais rajouter une nouvelle node qui s'appelle Cryptomate, qui est présente ici, et je peux relier par exemple mon image. Voilà, pour le moment je ne relie pas au viewer, vous allez comprendre. Donc là, il me permet de sélectionner différents objets, différents layers si j'en ai plusieurs. Bon, moi pour le moment ça ne m'intéresse pas, on peut partir soit d'une image, soit d'un rendu. Moi je vais partir du rendu, voilà, de ma scène, comme ceci. Vous inquiétez pas si c'est flou, c'est normal parce qu'on n'en a jamais parlé. Mais en gros, Blender, il a généré, là, un identifiant pour chacun des objets. Donc ça, c'est très utile. Pourquoi? Parce qu'avec le petit plus, je peux par exemple sélectionner le cube. Là, vous voyez, quand je le survole, il m'indique cube, cube 002, cube 001, plane. Ça, c'est assez fou ouais, déjà, de pouvoir récupérer cette information-là à partir d'un rendu. Donc là, je suis même plus sur une scène 3D. Hein. Donc je vais cliquer sur le cube 001. Et là, vous voyez, par exemple, si je l'affiche uniquement cette image-là, j'ai bien mon cube qui s'affiche. Donc je peux isoler dans le rendu des éléments en fonction d'un identifiant qui a été généré sur le rendu. Vous voyez? Donc c'est assez impressionnant. Si je réouvre normalement avec F11, je peux vous montrer voilà à quoi ça ressemble. Donc on a différents types de crypto. Mais on a par exemple celui-là. Vous voyez, il isole indépendamment les objets. C'est pour ça que je peux les sélectionner. Donc ça peut être très pratique par exemple pour faire un alpha over. Pour superposer l'ancienne image, hop là, avec le Cryptomate qu'on a isolé. Donc là, vous voyez, ça va rien changer. Malgré tout, je peux du coup faire des traitements uniquement sur cet objet-là. Donc rien ne m'empêche de faire du blur. Voilà, je vais le mettre ici, d'augmenter un petit peu cette valeur-là. Et vous voyez, je vais uniquement flouter ce cube-là que j'ai sélectionné. Donc ça peut être très pratique et très utile surtout pour faire du compositing spécialement sur des objets en sélectionner indépendamment. Donc ça, c'est vraiment top. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les fonctionnalités, on va dire, que je peux facilement vous montrer. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le Geometry Node qui permet d'obtenir soit des choses personnalisables comme ceci avec des paramétrages, soit des choses en temps réel comme ça, c'est assez fou. Ouais. Ça, sans Geometry Node, ça prendrait beaucoup plus de temps. Donc on serait obligé de passer par un modifier de proximité pour du Vertex Paint et tout. Là, c'est beaucoup plus simple. Et maintenant, on va aller directement sur le site de Blender. Donc je mettrai comme d'habitude le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Sachez que vous pouvez télécharger la version 2.93, j'ai oublié de le dire, sur le site officiel de Blender, sur le store de Windows, également sur Steam. Voilà, elle est gratuite partout, donc vous ne faites pas avoir si on vous demande de payer, c'est pas le bon site. Donc voilà, Do More, vous voyez, ils mettent vraiment l'accent sur le Geometry Node. Il y a plus de... Enfin, non, exactement, 22 nouvelles nodes qui ont été rajoutées. Donc on vous présente un petit peu les principales ici. Vous voyez, l'attribut de proximity, c'est ce que je vous disais. Donc en fonction de la proximité de deux objets, on va pouvoir changer sa topologie. Donc ça peut être pratique. Le Simple Texture, c'est quelque chose qui vous permet tout simplement de générer de la topologie en fonction d'une texture, qu'elle soit fixe ou animée. Là, vous voyez, c'est une vidéo. Real-time conversion of texture, including video texture as attribute, learn more. C'est-à-dire que ça va générer
un attribut que vous allez pouvoir exploiter dans le Geometry Node sur votre objet. Et vous avez le Volume to Mesh qui permet de convertir du volume en mesh, tout simplement. Donc ça peut servir pour de la rotopo par exemple. Voilà. Not so primitive, donc ça c'est quelque chose qui me fait beaucoup penser à ce qu'on a sur Houdini, c'est-à-dire que vous pouvez tout simplement, à partir du Geometry Node, générer des primitives de base, comme un cercle, un cône, un cube, un cylindre, une grille, une icosphère, une UV-sphère, une line, à partir d'une node. Donc voilà, plus besoin de faire un shift A, de rajouter, vous pouvez faire tout ça à la main sur le Geometry Node. Donc là, ils expliquent un petit peu toutes les nodes, il y en a beaucoup. Ça, c'est l'exemple que je vous ai montré, où à partir d'un fichier, vous voyez à chaque fois, il y a des petits liens en bas, download this file and play, vous pouvez comme ça tout modifier, voir comment ça se comporte. À partir d'un fichier avec un Geometry Node qui a été très poussé, vous pouvez éditer tout ça en temps réel, donc ça, c'est vraiment bien. Une amélioration dans le user experience, l'interface utilisateur, la recherche a été un petit peu améliorée. Maintenant, il y a des informations supplémentaires. Les fenêtres également qui vous indiquent les erreurs sont un petit peu plus explicites, un petit peu plus visibles. Meet your new best friend, donc ça c'est ce que je vous disais, ce sont les informations liées aux objets. Donc je vous ai montré par exemple la position de point, mais vous avez plein d'infos. Là vous voyez il change le min crease, et du coup ça rajoute le crease et vous pouvez voir la valeur sur chaque objet. En fait ça va être très utile parce que pour chaque objet et sous-objet, donc quand je dis sous-objet c'est un point, une face, une arête, vous avez toutes les informations qui lui correspondent. Donc là par exemple le min crease, vous avez s'il a changé la couleur avec du vertex paint, on le voit également. S'il fait du shade smooth ou du shade flat sur les objets, on va le voir également à l'endroit. Donc ça, c'est vraiment très bien. Nous avons ensuite des modifications sur le sculpt. Donc je vous ai montré la chose qui permettait de sculpter sur différents objets en même temps, du moins sans switcher. Vous avez également différents types de masques. Là vous voyez, ça c'est très pratique. Ça crée une sorte de array, de tableau de sélection, et vous pouvez facilement ensuite, hop là, faire un petit changement de scale et automatiquement ça va vous sculpter des cornes, donc ça c'est super bien. On a également des masques texture, donc par exemple là il a mis du cloud, vous voyez que ça va sélectionner selon la texture pour pouvoir peindre ensuite par-dessus si vous le souhaitez. Donc ça également ça peut être très pratique. Et vous avez le Facet qui est encore un autre outil qui vous permet de sélectionner facilement certaines parties de votre objet. Donc différents types de masques, voilà je vous laisse lire tout ça pour ceux que ça intéresse. Vous avez le Switch It Up, donc ça c'est ce que je vous ai montré à partir d'un seul et unique fichier composé de plusieurs objets, vous pouvez switcher facilement d'un objet à l'autre pour le sculpter. Donc ça c'est vraiment bien. On the line art, c'est ce que je vous ai montré avec la fameuse scène. Donc vous voyez au début c'est une scène 3D qui va générer par dessus. Ah ben vous voyez j'avais même pas vu, ils font comment ils mettent du bleu en fond pour vraiment faire l'effet qu'on a présent ici. Ça vous parle certainement, hein, c'est les dessins industriels qu'on appelle blue, je vais dire blue screen, pas du tout, j'ai perdu le nom, bon c'est pas grave. Mais vous aurez compris, Blue Screen, ce sont les messages d'erreur dans... Blueprint, voilà. Blue Screen, ce sont les messages d'erreur dans Windows, ça n'a rien à voir. Et donc, ça permet de gérer vraiment, sur les arêtes, un tracé à la main et qui est vraiment top, avec plein de paramétrages. Donc, je vous laisse regarder ça. Des améliorations en termes d'interpolation. Ah oui, ça, c'est vrai que j'ai oublié de vous le montrer. Je peux vous le montrer rapidement. C'est... alors maintenant, il y a un nouveau système d'interpolation dans le Grease Pencil. Avant, c'est un outil qui permettait d'interpoler entre deux frames. Maintenant, vous pouvez carrément choisir à la main. Vous voyez, là, je fais, hop là, 2 frames comme ceci. Je peux aller au milieu et je peux dire à Blender, entre celle-ci et celle-ci, je veux que tu me mettes une interpolation manuelle. Et là, vous voyez, il va automatiquement interpoler de ça à ça et je peux la positionner comme je veux. Donc, manuellement, je peux vraiment placer voilà, des choses comme je le souhaite. Et ensuite, on peut avoir du coup une animation qui va être interpolée avec plein de paramétrages. Donc là, vous voyez, ils expliquent qu'il y a un nouveau système d'interpolation qui est normalement un petit peu plus optimisé. Donc vous voyez, ça rend plutôt bien. Hein. Ça évite, en fait, l'interpolation, c'est quoi? C'est quelque chose qui va calculer entre deux images clés et ça évite de tout dessiner à la main. Il va dire comment je peux passer de ça à ça et il va recalculer tout ce qui est présent au milieu. Donc là, il vous dit que maintenant, vous pouvez importer des SVG. Voilà, en tant que Grease Pencil Object, mais vous pouvez également les exporter. Donc, importer, exporter SVG et maintenant exporter du PDF. Donc ça, c'est pas mal. Je ne savais pas que c'était utilisé, mais c'est beaucoup utilisé. Il y a également des nouvelles fonctionnalités pour faire un filling, donc c'est un remplissage avec un nouveau paramétrage. Un nouveau paramétrage en ce qui concerne la qualité. Donc là, vous voyez, il fait différentes actions et automatiquement, ça va peindre les cheveux du personnage. Donc avant, il y avait des petits soucis. Maintenant, il calcule bien exactement où est-ce qu'il doit le remplir. Et vous pouvez également le faire en multiframe. Donc vous n'avez plus besoin de peindre à chacune des frames.
vous dites sur tous les frames, je veux peindre cet endroit-là, et automatiquement il va le faire. Et regardez comme c'est pratique, ça permet d'obtenir une animation sans devoir à chaque frame dire là je peins en entier, là je peins en entier, là je peins en entier. Donc plein de nouvelles fonctionnalités, voilà. L'amélioration, bien évidemment, des volumétriques, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc hop là, également vous voyez, avant ça rendait pas trop bien. Maintenant, tout ce qui est volumétrique, donc c'est calcul des volumes. Et là, c'est également un travail sur le Depth of Field qui est vraiment très optimisé. Donc vous voyez, l'ancienne version qui faisait un petit peu brouillon, hein, alors que la nouvelle est beaucoup plus propre. Donc les volumétriques sont beaucoup plus stables. EV Influencer Control, how much diffuse specular and volume component reconnaissance lighting. Maintenant, sur chaque light, vous avez des paramétrages de diffuse de spécular et de volume pour indépendamment. Si vous voulez faire uniquement un éclairage qui va influencer le spécular pour faire des reflets sur vos objets, vous pouvez le faire. Si vous voulez uniquement des lights qui vont influencer, vous voyez, le volume, vous pouvez également le faire. Donc ça, c'est très pratique. Le Depth of Field, vous voyez, quelques différences en termes de qualité. On le voit notamment ici en haut de la sorte de marmite. Là, vous voyez, c'était pas très propre, ça faisait un petit peu des gros pâtés, comme je vous disais tout à l'heure, des choses très approximatives, alors que maintenant, c'est beaucoup plus lisse, c'est beaucoup plus propre. Et ça, c'est surtout, ça, j'aurais bien aimé vous le montrer, malheureusement, en enregistrant en même temps, ça demande beaucoup de ressources. Donc avant, quand vous aviez des volumes dans Blender avec Eevee, je sais bien avec Eevee parce que Cycles gère ça très bien depuis déjà pas mal de temps, mais c'est plus pratique pour lui, mais ça demande plus de ressources. Maintenant, dans Eevee, on a un rendu beaucoup plus convaincant. Avant, on avait ça, oui, il n'y a pas trop d'ombre projetée. Maintenant, on obtient ça. Donc là, ça commence déjà à se rapprocher du Cycles, et du coup, on s'est dit, peut-être qu'on va pouvoir obtenir un jour des explosions aussi proches qu'un Cycles, mais beaucoup plus rapidement. Également, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Une amélioration avec des nouveautés, par exemple des paramétrages, voilà, pour simuler certains effets d'ombre, d'éclairage pardon, qui va être plus ou moins ouvert. Vous voyez là, si on est sur du 180 degrés, on va projeter partout, 90 degrés ça va plus réduire, 45 encore plus réduire, et voilà. Et ça permet à 1 degré par exemple d'avoir quelque chose de très brut autour de ma projection de la lumière, donc différents paramétrages. L'amélioration, comme je vous disais tout à l'heure, du subsurface scattering, qui permet vraiment d'avoir quelque chose avec un petit peu moins de noise. Donc vous voyez la différence ici sur le zoom. Une optimisation en termes de denoise, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, le Open Image Denoise. Donc avec des améliorations entre la 2.92 et la 2.93, où du coup on perd un petit peu moins d'infos. Là vous voyez, il y a des informations d'ombre qui avaient été lissées, notamment sur ces plis, alors que là, hop là, automatiquement, elles sont calculées et elles ne sont pas passées à la trappe. Donc voilà. Autre chose que j'ai oublié de dire, mais que je voulais préciser à la fin, donc ça tombe bien. Cette version 2.93, c'est une version LTS. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire Long Term Support. Donc pour ceux qui sont dans des milieux un petit peu plus professionnels, vous pouvez vous lancer sur cette version-là parce qu'ils assurent un suivi sur 2 ans avec des corrections de bugs, mais il n'y aura pas d'ajout de fonctionnalité. Parce que qui dit ajout de fonctionnalité dit potentiellement un ajout de bug. Donc là, vous êtes sûr d'avoir les mêmes fonctionnalités, mais une version stable. Donc pour les professionnels, c'est nickel. Donc voilà, ça fait une demi-heure que je parle, cette vidéo est beaucoup trop longue, mais en tout cas j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses. On parlera peut-être un petit peu de tout ça dans le prochain live sur ma chaîne YouTube. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette nouvelle version, si vous avez des questions. Si vous trouvez que je suis passé un petit peu vite sur des choses, j'en reparlerai lors des live Blender. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux présents dans la description, le Twitter, l'Instagram, le Discord Blender si vous voulez poser vos questions. Également en live sur Twitch, juste ici, Michael TV. Tous les soirs de 21h à 23h, donc on fait pas forcément du Blender, mais on peut en parler, on parle de ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas, tout ça est dans la description. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour la suite de la formation.